France 24, LCP. Public Sénat présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, nommé au Quai d'Orsay par le Premier ministre Michel Barnier, issu des rangs du MoDem. Bonjour et bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour. Jean-Noël Barrot, je précise que vous avez été dans les gouvernements précédents ministre délégué à l'Europe et un peu avant ministre délégué à la transition numérique. Vous avez entamé votre mission de chef de la diplomatie française avec une série de déplacements. On se souvient de l'Ukraine, du Liban, du Maroc et la semaine dernière, c'était Israël. Alors justement, ce déplacement en Israël a été marqué par un incident diplomatique. Des policiers israéliens sont entrés dans un domaine national français à Jérusalem-Est. Vous avez convoqué l'ambassadeur d'Israël en France au Quai d'Orsay. C'est une situation qui est inacceptable et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de convoquer l'ambassadeur d'Israël en France. Dans l'échelle des sanctions diplomatiques, la convocation d'un ambassadeur est le premier degré. C'est l'occasion pour la France de rappeler qu'elle ne tolérera pas que des forces armées israéliennes entrent dans ces domaines dont elle a la responsabilité, dont elle assure la protection, et de réaffirmer avec force que cet incident ne doit plus jamais se reproduire. Que les forces entrent sans autorisation et armées. Sans autorisation, bien évidemment. Il y a un certain nombre de sanctions diplomatiques qui peuvent être activées. Nous avons activé la première. On entend. Et pour la colonisation en Cisjordanie? Nous avons activé d'autres sanctions à plusieurs reprises, au titre national d'abord, en ciblant 28 colons extrémistes et violents. Et puis ensuite au niveau européen, où nous avons été moteurs pour créer un régime de sanctions visant les entités ou les personnes coupables ou complices de faits de colonisation. Ce régime a été activé 2 fois. Nous avons lancé 2 trains de sanctions à l'encontre de ces personnes et de ces entités. Et nous sommes en train de travailler sur un 3e train de sanctions européen. Revenons sur quelque chose qui évidemment marque beaucoup l'actualité internationale, à savoir la victoire aux États-Unis de Donald Trump. Le président français Emmanuel Macron a été parmi les premiers Européens à le féliciter. Mais est-ce que finalement, au plus profond de vous-même, Jean-Noël Barrot, vous avez plutôt tendance à penser que ça n'arrange pas tellement nos affaires, cette victoire? Ça n'est pas vraiment la question. D'abord parce que le choix du peuple américain est souverain et que depuis 250 ans, nous travaillons de manière étroite avec les États-Unis. Nous avons survécu à 59 élections présidentielles américaines. Nous survivrons évidemment à la 60e. Et d'autre part parce que cela fait depuis longtemps, si je puis dire, au moins depuis 7 ans, que nous nous préparons à cette transformation du monde qui est à l'œuvre, en appelant, comme le président de la République l'a fait dès 2017, dans son premier discours de la Sorbonne, l'Europe à se donner les moyens de sa souveraineté et de son indépendance. L'Europe n'avait pas l'air très préparée, précisément, elle a eu l'air surprise. Non, je crois que l'Europe est beaucoup plus préparée qu'elle ne l'était en 2016 à une présidence Trump, parce que, au fond, les grandes crises que nous avons traversées, la Covid et ses conséquences, mais encore la guerre en Ukraine, ont consolidé l'unité des Européens qui doivent aujourd'hui faire preuve de volonté et de courage pour accélérer sur cet agenda que la France a rédigé, il faut bien le dire, et que désormais nos partenaires européens se sont appropriés, mais qui suppose de passer à l'action et sans doute d'accélérer en matière de sécurité, en matière de compétitivité, en matière de protection de la démocratie. Voilà des sujets que nous abordions déjà en 2017 et sur lesquels nous avons commencé à progresser, mais là, il faut accélérer. Les États-Unis sont les premiers clients de l'Union européenne en termes de commerce, c'est le premier destinataire de biens européens. On sait que Donald Trump veut imposer de nouvelles barrières douanières, au moins 10%, peut-être plus. Est-ce que l'Europe peut tenir le choc de ce qui serait une nouvelle guerre commerciale, tenir le choc, voire répliquer? Vous avez raison de rappeler que l'Union européenne est le premier partenaire commercial des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, pour les États-Unis, d'appliquer des droits de douane de manière un peu indiscriminée et massive à l'Europe serait une erreur de calcul majeure.
Cela pénaliserait lourdement les très nombreuses entreprises américaines qui aujourd'hui sont installées en France ou en Europe, et cela amputerait immédiatement les contribuables, les classes moyennes américaines de toute une partie de leur pouvoir d'achat, parce qu'eux aussi achètent des produits importés et venus de l'Europe. Si l'administration Trump devait persister dans ce que j'ai qualifié d'erreur majeure, alors nous défendrons nos intérêts agricoles, industriels et commerciaux avec une volonté de faire et sans trembler. Nous avons démontré. Mais qu'est-ce qu'une volonté de faire, monsieur le ministre ? Qu'est-ce qu'une volonté de faire ? Bien, on parlait tout à l'heure du premier mandat de Trump et peut-être de l'impréparation des Européens à l'époque. À l'époque, nous étions encore sous le dogme du libre-échange. Il était interdit d'évoquer en Europe l'opportunité de sanctionner ou de répliquer à des mesures d'inéquité commerciale. Eh bien, l'Europe a changé. Vous l'avez vu, le mois dernier, l'Europe a décidé d'appliquer elle-même des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, considérant que les subventions dont bénéficient les entreprises chinoises aujourd'hui sont désavantageuses pour les entreprises européennes. Donc nous avons construit des moyens de rétorsion. L'autre grande inquiétude, bien sûr, des Européens et des Français, c'est de savoir si l'administration Trump risque de lâcher l'Ukraine. L'Europe sera-t-elle d'ailleurs en mesure de prendre le relais, sachant que les 27 achètent beaucoup d'armes aux États-Unis pour justement les envoyer en Ukraine et sont très divisés à l'idée de compenser l'aide financière américaine de façon massive, de faire des emprunts et de pouvoir justement se soustraire aux États-Unis et les remplacer. Premièrement, sur les moyens financiers. Il se trouve qu'avec l'administration américaine sortante et avec les autres pays du G7, nous venons de signer un prêt historique de 50 milliards de dollars au profit de l'Ukraine qui ne sera payé ni par les Américains, ni par les Européens, ni par les Ukrainiens, mais par les Russes et par les revenus d'aubaine tirés des actifs russes que nous avons immobilisés. Et cela va permettre à l'Ukraine de poursuivre sa résistance héroïque face à l'agression russe. Deuxième élément, et vous avez raison de le signaler, 80% des approvisionnements militaires des armées européennes proviennent de l'extérieur de l'Union européenne. C'est une situation de dépendance qui est inacceptable, qui conditionne d'une certaine manière certains de nos choix géostratégiques, et cela ne peut plus durer. C'est pourquoi nous appelons, depuis 2017, je le disais, à ce que notre industrie de défense se développe. Et c'est pourquoi nous disons qu'à l'heure où la France, où l'Allemagne, où la Pologne, où les autres pays européens augmentent leurs dépenses publiques en matière de défense, eh bien qu'il faut que ces dépenses se tournent vers l'industrie européenne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il serait inacceptable pour les contribuables français et européens, pour nos concitoyens, que nous augmentions, dans une période de contraintes budgétaires, les dépenses en matière de défense, si cela ne crée pas des emplois et des entreprises. C'est pourtant ce que va nous demander Donald Trump. Il comptera beaucoup sur nous pour acheter ses armes. Et nous lui répondrons qu'il est dans son intérêt, puisqu'il nous l'a dit de très nombreuses fois, que nos dépenses en matière de défense augmentent pour que l'Europe puisse assurer sa propre sécurité. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et nous répondrons que nous sommes d'accord, mais qu'il faut nous laisser nous approvisionner, si je puis dire, ou il faut accepter l'idée que l'Europe s'approvisionne elle-même, sans quoi nos compatriotes, les contribuables européens, refuseront que, si je puis dire, nous sacrifions dans d'autres dépenses publiques au profit de dépenses militaires qui ne seraient orientées que vers les États-Unis ou la Corée du Sud. Le troisième volet, c'est celui de l'abandon imaginé par l'administration Trump des Ukrainiens. Je crois que Donald Trump est trop avisé pour accepter d'être celui qui avalise la plus grande annexion territoriale de notre histoire depuis 75 ans. Ce serait consacrer définitivement la loi du plus fort et ça aurait des conséquences extrêmement lourdes, non seulement en Europe, mais partout ailleurs, où les plus forts, où les puissances agressives considéraient qu'elles ont un sauf-conduit pour envahir le pays voisin ou le pays dans lequel elles ont un intérêt. Ce que je ne crois pas, c'est qu'il voudra faire des cadeaux
à un Vladimir Poutine qui est aujourd'hui affaibli au point d'être obligé d'exporter la guerre en Asie pour aller chercher auprès de la Corée du Nord des troupes de manière à défendre ou plutôt à agresser les Ukrainiens. Une économie russe qui elle-même est au bord de l'asphyxie avec des taux d'intérêt à 21%, des pénuries de main-d'œuvre et un déficit public abyssal. On sait que Donald Trump pourrait, encore une fois, se désinvestir de l'OTAN. Est-ce qu'il y a un grave problème ? Le président de la République, il l'a dit à de nombreuses reprises, notre responsabilité, la responsabilité de notre génération, qui vient après celle qui a fondé cette alliance de sécurité transatlantique, eh bien, c'est de concevoir un pilier européen de l'OTAN, de manière à faire en sorte que, progressivement, les Européens prennent une part de plus en plus grande de leur propre sécurité. Mais il n'existe pas encore, et les pays de l'Est et les pays baltes sont assez terrorisés de ne pas bénéficier peut-être demain d'un parapluie américain suffisamment réaffirmé. Au contraire, je crois que constatant et d'ailleurs vivant de très près, si je puis dire, la menace existentielle que pose l'agressivité de Vladimir Poutine à l'Europe, et en particulier à l'Europe orientale, nos partenaires des pays de l'Est et des pays nordiques sont aujourd'hui convaincus qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qu'effectivement les États-Unis d'Amérique ont d'autres priorités stratégiques que la défense de l'Europe et qu'il nous faut donc progresser dans la direction que nous indiquons depuis des années, c'est-à-dire le développement d'une industrie de défense, le relèvement de nos dépenses et une intimité toujours plus grande entre les armées européennes. C'est la direction, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, une industrie de défense européenne, monsieur le ministre. Ça a bien commencé. Nous avons commencé à faire évoluer nos outils de financement au niveau européen. Nous avons en discussion en ce moment même à Bruxelles un programme pour l'industrie de défense européenne qui vise justement à atteindre rapidement cet objectif. Alors, il y en a un quand même qui s'est réjoui très très fortement de la victoire de Donald Trump dans le club des 27. C'est l'ultranationaliste hongrois Viktor Orban qui parle de son ami. Est-ce qu'il ne va pas en profiter d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais été très pro-Ukraine, pour exiger une paix très défavorable aussi au sein du club et devenir l'homme qui murmure à l'oreille du président américain ? Mais je ne crois pas que Viktor Orban puisse exiger quoi que ce soit. Vous savez, les décisions, elles sont prises parfois à l'unanimité à Bruxelles, à Luxembourg. Et parfois, elles sont prises à la majorité qualifiée. Et que dit la majorité qualifiée aujourd'hui des pays européens ? Que dit-elle ? Eh bien, elle dit que la situation est extrêmement grave, que ce qui est en jeu sur le front ukrainien, c'est l'existence même de l'Europe. Écoutez ce que dit le président polonais, écoutez ce que disent les pays baltes, écoutez ce que dit la Roumanie aujourd'hui. Si nous abandonnions, ce qui n'arrivera pas, les Ukrainiens en rase campagne, eh bien c'est la sécurité sur l'ensemble du continent qui se trouverait menacée. Et cette conviction-là, qui est très largement partagée par les 26. Ça n'est pas, je dirais, la vision de Viktor Orban et ses relations avec Donald Trump qui va la faire changer. Et Viktor Orban est-il loyal avec ses partenaires européens ? Viktor Orban exerce aujourd'hui la responsabilité de présider le Conseil de l'Union européenne. Il a accueilli d'abord une réunion de la communauté politique européenne qui va au-delà de l'Union européenne, qui rassemble une cinquantaine de pays, 700 millions de citoyens au travers du continent, puis un Conseil européen consacré à la compétitivité. Ce que je constate, c'est que ces deux rendez-vous ont été à la hauteur des enjeux. La communauté politique européenne a montré son unité. Et en matière de compétitivité, le lendemain, les 27 ont réaffirmé leur ambition. Vous vous souvenez aussi de son passage en Géorgie, après les élections, pour féliciter les pro-russes. Je me souviens aussi qu'il est allé, juste après sa prise de fonction, en Russie, qu'il est allé en Chine, sans avoir consulté au préalable ses... Donc il y a quand même une question. Non, je crois que le pays qui, pendant 6 mois, exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne doit toujours veiller à associer très étroitement les 26 autres, de manière à ce que ces déplacements, ces prises de position ne puissent pas être interprétés comme étant celles de l'Union européenne. Et vous constatez que ça n'est pas forcément ce qu'il fait ?
Je constate qu'il a parfois manqué à ces exercices de consultation préalable à ses déplacements. L'Union européenne, vous êtes aussi ministre de l'Europe, noue des relations avec l'Afrique où entend contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur ce continent, et notamment par de grands accords stratégiques, mais qui inclut beaucoup le volet migration. On a l'impression que finalement notre finalité absolue est de sous-traiter la gestion migratoire et des demandeurs d'asile en externalisant celle-là, en particulier dans les pays africains, avec des rapports bilatéraux UE et puis des rapports aussi de certains pays avec d'autres. Est-ce que ça n'est pas un peu réducteur? Est-ce que c'est précisément ces rapports uniquement sur la migration avec l'Afrique qui ne posent pas problème? En aucun cas et d'aucune manière, la relation avec l'Afrique n'est placée sous le seul prisme des mobilités et des migrations. Et je dirais même qu'au chapitre des mobilités et des migrations, la question de l'immigration irrégulière est un sujet que nous abordons avec nos partenaires africains, parce qu'eux-mêmes subissent en grande partie ces migrations irrégulières. Mais ça n'en est que l'un des sous-chapitres, puisque nous avons aussi les échanges humains, les échanges de talents, les allers et les retours de l'Afrique vers l'Europe, que nous devons traiter en parallèle de ce sujet de la migration irrégulière. Mais tout ça n'est que l'un des chapitres de ce livre que nous écrivons avec chacun des pays africains avec lesquels nous voulons, je le disais, refonder une relation sur la base de nos complémentarités, de nos intérêts mutuels. Il y a ensuite toutes les coopérations en matière économique, en matière culturelle, coopération avec les sociétés civiles qui parfois sont également présentes en France et auxquelles nous voulons associer à ce travail de refondation. Donc je pense qu'il serait beaucoup trop réducteur, contre-productif et en réalité illusoire de résumer la relation avec n'importe quel pays africain à cette question. Alors merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté notre invitation. Nous continuons notre émission par un débat au Parlement européen à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous nous interrogerons sur ce que fait l'Europe concrètement sur ce sujet tout de suite. Bienvenue au Parlement européen où nous célébrons, comme partout dans l'Union, du 18 au 24, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, l'UE est-elle vraiment à la hauteur de ce rendez-vous? Environ 100 millions de personnes présentent un handicap sur le vieux continent, avec des inégalités encore très fortes. 3 personnes valides sur 4 ont ainsi un emploi, contre seulement la moitié des personnes handicapées. Plus touchées par la précarité, faisant face à des difficultés de mobilité, une personne handicapée en Europe sur 2 s'estime victime de discrimination. Et d'ailleurs, début octobre, les 27 ont adopté 2 nouvelles directives pour la carte européenne du handicap et pour la carte de stationnement européenne, 2 documents qui permettront d'avoir les mêmes droits dans tous les pays de l'Union. Mais ces avancées vont mettre près de 3 ans à entrer en vigueur. Alors, le handicap sera-t-il vraiment la priorité de la nouvelle Commission européenne et du nouveau Parlement? Nous en discutons tout de suite avec 2 eurodéputés. D'abord, Marc Angel, député luxembourgeois. Bonjour, bon connaisseur de ces questions. Vous siégez lors de la précédente mandature dans l'intergroupe handicap. Avec nous aussi Catherine Langenzipen. Bonjour, eurodéputée allemande Les Verts. Le handicap est l'un des combats de votre vie. Vous êtes arrivé au Parlement en juillet dernier, je crois. Première question d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez trouvé cette institution adaptée? Alors, moi, je suis la seule députée handicapée comme femme, ici, au Parlement, et ça, c'est triste. Où sont les autres? Les autres femmes handicapées ne sont pas là. Et si on voit ici la situation, il y a des obstacles pour les gens handicapés physiquement, mais on ne parle pas avec des gens ou sur les gens handicapés invisibles. Alors, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas visibles. Alors, ça, c'est encore un grand problème.
Oui, c'est par rapport à la dernière mandature, d'ailleurs, c'est effectivement une régression. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, bien sûr, de célébrer chaque année la semaine de l'emploi des personnes handicapées, la journée du handicap. Mais vous siégez ici, Monsieur Engel, depuis 2019. Est-ce que vous trouvez qu'on a vraiment progressé ces dernières années dans la prise en charge du handicap au niveau européen? Oui, je dirais qu'on a progressé parce qu'on a réussi les 5 dernières années à approfondir l'union de l'égalité. On avait une commissaire, la commissaire Dalli, pour l'égalité, un portefeuille très clair et on a fait des avancées. Et on a aussi approfondi l'union sociale parce que, vous l'avez dit, beaucoup de personnes en situation de handicap ont un risque plus grand d'être en situation de pauvreté, etc. Toutes ces discriminations qui existent sur le marché de l'emploi, mais aussi dans la vie quotidienne, on a quand même essayé de travailler sur ces sujets les 5 dernières années et on a eu quelques sujets, mais il faut pas maintenant dire le travail est fait, il faut continuer parce que c'est une nécessité, surtout quand il s'agit de l'accessibilité. Et il y a une directive très importante, la directive horizontale antidiscrimination, qui est bloquée au Conseil depuis 2008, imaginez-vous. Et il faut débloquer cette directive et comme ça, les personnes en situation de handicap, toutes les personnes qui risquent d'être discriminées seront protégées dans toutes les situations de la vie, pas seulement dans l'emploi. Mais Madame Langen-Zippen, quand vous entendez dire il y avait un intitulé très clair chez les commissaires, l'égalité, etc., est-ce que justement c'est Madame Labib qui récupère ce portefeuille de l'égalité, de la gestion des crises, etc. Vous trouvez que c'est juste son portefeuille est très clair, qu'elle met suffisamment en avant les personnes handicapées? Malheureusement, non. On n'a pas de commissaire égalité, pas de deuxième Helena Dalli. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est un signe de Madame von der Leyen que égalité, ce n'est pas vraiment un sujet pour la Commission. Alors, 100 000 gens ne sont pas visibles. Nous ne faisons pas de politique pour vous, pour toi. Mais Madame Labib, oui, jette un œil sur, mais pas vraiment un grand sujet. Malheureusement, non. Marc-Angèle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mauvais signal, non, finalement, que cette nouvelle commissaire n'ait pas en charge un portefeuille propre à l'égalité? Oui. D'ailleurs, ce n'est pas la faute de Mme Labib, c'est la faute de la présidente von der Leyen qui a distribué les portefeuilles de cette façon-là. Le Parlement était très clair dans toutes ses revendications. On a dit on veut de nouveau un ou une commissaire à l'égalité, que ce dossier-là pour vraiment le mettre en évidence. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Vous l'avez trouvé comment? Je dois dire, elle était très bien préparée et surtout les questions d'égalité ont quand même dominé son audition. Est-ce qu'elle a beaucoup parlé d'handicap? Non. Non. Malheureusement, non. Oui, pas assez. Mais parce qu'il n'y avait pas assez de questions. Exactement. C'est ça le problème. Alors, vous avez d'ailleurs fait une tournée auprès des 27 États membres pour voir comment les personnes handicapées sont prises en charge dans les différents pays. Ce sont aussi des politiques nationales de prise en charge. Quelles sont les meilleures pratiques? Dites-nous ce que vous avez découvert. La grande question. Alors, je peux répondre, il n'y a pas des pays super accessibles. Il n'y a pas des pays super égaux. Alors, l'Espagne, ça c'est un pays, ça c'est une région. Quand on a fait de l'espace pour les gens handicapés sur le marché d'emploi, ça c'est, quand je compare ça avec l'Allemagne, ça c'est le grand contraire. À l'Espagne, pour l'emploi, sujet l'emploi, ça va. Les pays du Nord, la Suède, Finlande, quand on parle d'éducation, oui, ça c'est super. Quand on parle d'assistante, l'Allemagne fait son mieux. Mais il y a encore des pays comme les gens hongrois ou la Pologne. Ça c'est encore un grand combat, spécialement pour les femmes handicapées. Marc-Angèle, on voit donc qu'il y a des disparités. Le problème, c'est que ces politiques, ce sont des politiques qui relèvent des États membres, notamment les questions d'aide sociale ou les politiques de l'emploi. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser tout ça dans l'Union européenne et faire rattraper les plus mauvais élèves? C'est pour ça qu'il faut de nouveau avoir une nouvelle stratégie pour les personnes en situation de handicap. Et
promouvoir des plans d'action nationaux et la Commission, bon, on ne peut pas légiférer, surtout, on a légiféré maintenant avec la carte sur le handicap et la carte de parking handicap, mais on ne peut pas légiférer surtout parce qu'on n'a pas les compétences, les traités ne nous donnent pas les compétences, mais on peut inciter les pays à aller plus loin, à échanger les bonnes pratiques entre les pays. Vous l'avez nommé, l'Espagne, Catherine l'a nommé, l'Espagne, elle est très forte dans l'économie sociale et solidaire, et c'est surtout des entreprises d'économie solidaire qui créent des emplois sur le premier marché de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Nous avons fait une visite avec la Commission emploi il y a 2 ans en Espagne. On était logés dans une chaîne d'hôtels qui est, d'ailleurs, c'était des hôtels accessibles pour tous et toutes, et en plus le personnel, il y avait des personnes en situation de handicap et parmi le personnel, et c'était un hôtel qui fonctionnait comme tous les hôtels qu'on connaît au monde. Et il y en a visité des entreprises, d'autres entreprises dans le cadre de l'économie sociale. Donc je crois que c'est très important de promouvoir aussi l'économie sociale dans le cadre. D'ailleurs, toutes les associations de personnes handicap, ils disent qu'il faut mener une politique contre la discrimination, mais il faut aussi renforcer l'Europe sociale. C'est d'ailleurs une demande qu'on a eue de l'European Disability Forum, renforcer cette Europe sociale. Alors d'ailleurs, en 4 ans, le taux de chômage des personnes en situation de handicap a chuté de 18 à 12%, plus bas niveau depuis 10 ans, mais ça reste beaucoup plus haut que pour les personnes valides, effectivement, et l'ensemble de la population. Est-ce que vous confirmez que les préjugés et la discrimination à l'emploi restent monnaie courante dans l'Union européenne? Oui. Ça, c'est un grand problème. Et quand on commence par l'éducation, si, comme fille, comme moi, j'étais à l'école et j'étais la seule fille handicapée dans ma région, dans mon école, et quand on convainc que les gens handicapés doivent être séparés par les autres enfants, par les autres collègues, par les autres gens, dans un monde protégé, alors, enfin, on dit où sont les gens, sont séparés aux institutions, dans les mondes séparés. Et il y a l'Allemagne, mon pays, qui combat pour être sûr pour les institutions. Il n'y a pas de mouvement inclusif. La Commission doit reprendre l'année prochaine, en mars, à Genève. Ça, c'est le briefing ou les grandes questions de l'UNO. Alors, qu'est-ce que la Commission a fait déjà pour transformer les conventions? Alors, on verra qu'est-ce que Mme von der Leyen ou Mme Labib vont reprendre. Mais ça, c'est la grande question. Mais en général, ça, c'est discrimination. Et où sont les gens? Ils ne sont pas là. Et il n'y a pas de rôle spécial pour les petits. Ce n'est pas seulement la discrimination, vous dites, c'est aussi la question de l'inclusion sociale. Ils ne sont plus inclus dans nos sociétés. Des autres. Hein. Alors, Marc-Angèle, donc, il y a les questions d'inclusion, d'emploi, il y a la question de mobilité. Là, la Commission européenne a pris 2 directives récemment pour la carte handicap européenne et puis celle pour le stationnement. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer ce que cela peut changer? Ça peut changer qu'une personne en situation d'handicap, quand elle voyage dans un autre pays, elle ne doit pas faire des démarches pour avoir une carte et pour prouver qu'elle est en situation de handicap. Par exemple, qu'elle a les mêmes privilèges qu'une personne qui vit sur ce territoire. Donc, il y a moins de démarches administratives à faire et ça va promouvoir aussi la mobilité. C'est un début, cette carte, elle n'est pas parfaite. On aurait voulu qu'elles comprennent beaucoup plus. Mais bon, c'est un bon début. Surtout aussi, il y a la carte de stationnement. Et ce qui était très bien, on a aussi créé une carte pour les personnes qui sont d'États tiers, qui vivent dans l'Union européenne, qui peuvent aussi profiter de ces mêmes droits. Donc, c'est une avancée, c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'un début. Et c'est une carte qu'il faudra développer parce qu'il ne suffit pas d'avoir des réductions pour entrer au cinéma ou d'avoir des facilités pour avoir des transports publics ou des facilités
faciliter des aides quand on monte dans un train, etc. Mais il faut aller vers une définition européenne Surtout que ça va prendre encore... handicap. Oui, ça va prendre encore 2-3 ans en plus. 3 ans, malheureusement. Ouais. Et on entend toujours « et le frais ». Qui va payer pour ça? Les gens handicapés sont vus comme un facteur de frais. C'est un groupe super compliqué. Ça va changer, ou il faut changer ça, et on fait ça accessible. La carte, ça c'est super, mais si le train n'est pas accessible, je n'ai pas besoin d'une carte. Si les bâtiments sur le secteur privé ne sont pas accessibles, qu'est-ce que je fais avec la carte? Alors, il y a encore des grands obstacles, oui. L'égalité, elle a un coût, bien entendu. Il y en a beaucoup qui crient égalité, etc., des politiciennes et des politiciens, mais il faut savoir que ça coûte. L'égalité homme-femme, ça coûte. L'égalité, ça coûte. J'ai eu l'expérience avec la transparence salariale entre hommes et femmes pour avoir les mêmes salaires pour le même travail. Alors là, tout à coup, oui, ça coûte quelque chose, il faut payer plus aux femmes. Là, l'égalité, tout à coup, on n'est pas si d'accord. Donc, il ne faut pas oublier que si on veut une union de l'égalité, il faut investir. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est investir dans l'accessibilité des bâtiments privés et bâtiments publics, bien entendu. Alors, Madame Langet-Zieben, depuis le Covid, on a vu une explosion des problèmes de santé mentale, en particulier chez les jeunes. Est-ce que ce handicap-là n'est pas encore plus invisible? Est-ce que véritablement... il l'est. Est-ce que ça n'est pas un défi que l'Union européenne n'a pas commencé à prendre en charge? Oui, malheureusement. Les gens avec du Covid ou post-Covid ne sont pas visibles parce que plusieurs sont à la maison, au lit, où les gens handicapés, invisibles, même dans la groupe des gens handicapés, ne sont pas acceptés. Alors, si tu es dans un fauteuil, handicapé, c'est clair. Mais si tu as des problèmes mentaux, ça n'est pas encore accepté comme handicap. On a des différentes descriptions de handicap ou d'être handicapé dans les pays différents. Par exemple, ça va aller en Belgique, mais pas en Allemagne. Alors le statut, ça c'est différent. Et on parle encore des frais aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut le statut, là c'est le statut. Oui. Et ça c'est la responsabilité pour les pays, pas le Parlement européen. Un mot de conclusion peut-être. Oui. Pardon, Marc-Angèle, qu'est-ce que vous aimeriez voir advenir dans les 5 ans qui viennent sur ce dossier du handicap ici au Parlement européen? D'abord qu'on ait un intergroupe très fort pour les personnes en situation de handicap et que toutes les commissions, parce que c'est une question horizontale, c'est pas seulement la commission emploi, c'est la commission des libertés civiles, etc. C'est des questions économiques. Toutes les commissions s'occupent de ce sujet pour améliorer la vie des 100 millions de personnes en situation de handicap qui vivent sur notre continent. Donc on a du pain sur la planche. J'aimerais d'abord qu'on trouve aussi au niveau européen une définition harmonisée. C'est quoi un handicap? C'est quoi l'accessibilité? Pour qu'on parle des mêmes choses, pour qu'on puisse plus harmoniser. Et je crois que ça, c'est très important. Et pousser les pays membres à investir et débloquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, débloquer la directive horizontale antidiscrimination. Ça, c'est le plus grand chantier, mais je suis certain qu'on y arrivera. Catherine Langet-Zieben, le mot de la fin rapidement. Parfait. Parce que nous, les gens handicapés, 100 millions personnes handicapées dans l'Union. Oui, handicapés en Europe. Nous sommes des clients, on a argent, alors nous sommes une voix. Alors respectez-nous comme voteurs, comme clients, comme maires, politiciens, comme ministère. Alors il y a encore un combat. Alors on va se faire avec M. Angel aussi. Merci d'avoir très bien illustré d'ailleurs ce combat un peu au quotidien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.